Donc, merci pour être là. Et alors, je vous explique à peu près qu'est-ce que je voudrais vous présenter et grosso modo comment est-ce que je vais organiser un peu la présentation. Et je me disais quand même que peut-être les choses plus intéressantes, c'est pas forcément parler, même si on va parler de certains derniers projets. Je pense que quand je regarde un peu mon travail et mon relation avec mon travail, j'ai un peu l'impression que la partie plus intéressante, en tout cas pour transmettre, c'est le fait qu'à certains moments donnés, on va dire, j'ai perdu un peu mon travail. Ça veut dire que jusqu'à peu près quand j'étais 25, j'étais éduqué dans une école très traditionnelle au Pérou, de peinture. Et en fait, comme beaucoup de vous, j'ai commencé à faire la peinture quand j'étais très très jeune aussi. Donc l'activité de la peinture, c'était quelque chose de très, très fort, hein, très lié à une notion de familiarité, une familiarité dans l'idée de qu'est-ce que c'est la peinture, mais aussi familiarité parce que c'est quelque chose qui s'est fait dans le contexte de ma famille. Donc, à certains moments donnés, quand je pars du Pérou, et je suis péruvien, quand je pars du Pérou pour continuer mes études, à certains moments donnés, d'une façon plutôt brutale et en même temps très claire, hein, et j'ai arrêté de faire la peinture. Et à partir de là, ça, je considère toujours que c'est un peu comme l'origine de mon travail. Ça, c'est le moment que je peux que je peux libérer un peu de cet espace d'idée de la familiarité et commencer vraiment à construire à hauteur une sorte de façon de penser. Les choses que je considère, c'est vraiment la clé un peu de mon travail. C'est juste une question super simple que de demander presque tous les jours qu'est-ce que ça peut être un travail, en fait. Et donc, je voudrais commencer justement avec... ok, je vais commencer avec un film, que c'est très très court. C'est pour ça que je vais montrer le film 2 fois. C'est vraiment 1 minute et 15 secondes. Et c'est un film que pour moi c'est très significatif dans la façon comme je considère un peu, j'organise un peu mon travail. Et, et à partir de là, je vais parler à peu près, je pense que c'est 4 parties ou 5 parties. On va voir un peu parce que je pense que je suis en train de chercher les images. Les 2 premières parties, ils sont vraiment des images que j'ai trouvées plutôt récemment, des moments très formatifs dans mon travail, au moment que j'ai besoin de reconstruire mon travail et quand j'ai arrêté de faire la peinture. Et juste pour donner un peu de contexte, mon travail se considère d'habitude un travail de sculpture. Et par exemple, dans le cadre de l'école des beaux-arts, moi, je suis un prof de volume installation. Sauf que, comme vous va voir, hein, mon relation avec les volumes, l'installation, les sculptures, il reste toujours très tentative, non, très prospectif. C'est un exercice de projection. Donc, écoute, je commence avec les films.
Voilà, c'est un, c'est un film avec un très mauvais titre qui s'appelle Comptabilité, parce que la question que ça m'intéressait beaucoup, à mon avis, à l'époque, c'est cet espace d'idée d'échange, d'une forme de comptabilisation de l'échange. Et je pense que c'était important pour moi de commencer avec ce film, parce que les choses que vous voyez, c'est deux personnes en train d'échanger. D'un côté, des céramiques à Wahun, qui est une céramique traditionnelle péruvien, noire, très particulier. Et de l'autre côté, juste des fragments des plâtres, des sculptures qui sont déjà, je pense que c'était à mon atelier. Donc c'est justement cet espace d'idée de qu'à la place de générer une sorte d'espace dialectique, un peu antagonique entre deux sphères ou deux sources d'origine de forme, hein, je ne sais pas comment expliquer. L'idée, c'est justement cet espace d'idée qu'on génère en forme d'échange. Et d'une façon ou d'autre, c'est un film aussi c'est un film très privé, c'est très intime, et aussi c'est très clair par rapport un peu à la façon dont j'essaye de comprendre un peu c'est quel type de négociation j'ai besoin de faire toujours avec la façon dont mon travail s'est développé en Europe et le fait évidemment que je suis péruvien. Et donc, je voudrais commencer avec je me disais que peut-être c'est intéressant, et d'un point de vue plutôt un peu pédagogique, mais pourquoi pas, de commencer avec des images dès le premier moment que je suis en train de reconstruire un peu mon travail, au moment que j'ai arrêté de faire les choses que je considérais que c'était mon travail, notamment l'idée de la peinture. Donc, quand j'ai arrêté, c'était une question de surface en fait. Quand j'ai arrêté d'accumuler toutes mes idées dans une seule surface, on va dire que ça peut être mon définition de peinture, tout de suite, il y avait un moment que le rôle principal de mon travail, c'est de comprendre comment est-ce que j'ai besoin d'administrer un peu tous les intérêts et toutes les choses que je considérais importantes d'inclure dans mon travail. Et donc, il y a un premier moment, ça c'est dans l'équivalent, on va dire, de votre DNCEP, voilà, pour le donner, que j'ai commencé effectivement à éclater et vraiment atomiser un peu tous les types de structures d'information et de circulation tout ça à partir effectivement d'un travail de dessin, mais pas seulement. Il y avait déjà un intérêt pour commencer à construire d'une façon très très précaire certains types de ces structures. Voilà. Et les choses qui ça m'intéresse d'une façon ou d'autre, c'est de voir un peu comment est-ce qu'à ce moment-là, j'étais en train de construire un vocabulaire qui commence à utiliser l'idée des volumes, ou certaines idées de construction, comme une partie importante de l'administration de la quantité de choses que je voulais faire. Voilà. Pendant cette époque-là, j'ai commencé à penser sur l'idée de qu'est-ce que ça impliquait dans le rôle de mon travail, l'idée de générer une structure qui peut tenir toute la quantité de choses que j'imaginais devoir circuler dans mon travail. Donc, imagine-vous, vous êtes dans une sorte il y a une forme de débordement qui avant s'était réduit à la surface de la peinture et que maintenant il n'y a aucune surface pour retenir cet espace de débordement. Donc à partir de ce moment-là, je me commençais à demander vraiment d'une façon très simple quel type de structure j'ai besoin de générer dans mon travail qui me permet justement de générer l'échafaudage tu vois, pour les donner la place à toute cette question, tous les types de questionnements littéraires. Il y avait évidemment un intérêt pour l'écriture, il y avait un intérêt pour... Et donc, à certains moments donnés, je suis en train de, justement, je suis en plein débordement, et je fais un voyage au Pérou. Et au Pérou, je commence à découvrir un peu la réponse à cette question à partir des billboards, je ne sais pas comment on dit billboard en français, mais des billboards que je trouve dans la rue. Et qu'à partir de cette série des images photographiques, je commence à comprendre les rapports entre l'idée de la structure et l'idée de l'image. Et comment est-ce que l'image n'a pas besoin forcément de représenter quelque chose. Voilà, donc ça c'est un premier moment
que je commence à voir la possibilité de comment est-ce que mon travail peut fonctionner dans l'espace. Et donc, j'ai pris toute une série de photos des billboards qui sont dans la rue et que j'ai trouvé vraiment hallucinantes à l'époque, que personne ne l'avait photographié avant, mais effectivement, je m'arrêtais, j'ai photographié, j'ai fait vraiment toute une série. Mais les choses qui sont intéressantes, c'est que c'est une série qui était, on va dire, construite à partir de deux choses. Des structures, pures structures, et après, des structures remplies. Il y avait certains autres où il y avait des espaces un peu vides entre structures et surface. Donc, ce travail en particulier est devenu plutôt exemplaire d'une façon de fonctionner. Ce n'est pas seulement l'idée de faire un travail que je peux regarder et qui peut exister comme un travail photographique, c'est aussi l'idée d'identifier quelque chose qui te peut aider à fonctionner autant artiste. Voilà, l'idée de qu'il y a quelque chose derrière qui tient et que les pièces qui sont en dessous de cette structure peuvent correspondre ou ne peuvent pas correspondre. Mais le fait qu'ils sont en ensemble déjà génère un espace, tu vois, un territoire de fonctionnement. Avec tout ça, ça c'est mon même atelier plutôt après le voyage, j'ai commencé à essayer des choses justement qui peuvent évoquer un peu cet espace d'idées. Alors, ça, écoute, ça c'est vraiment un essai d'étudiant, mais les choses que je trouve que c'est intéressant, c'est comment est-ce que cette image-là, on la va voir, je pense qu'on la va voir revenir plutôt qu'15 ans après, dans un travail en particulier. Donc ça, c'est une chose que je vous disais, ça peut être plutôt intéressant pour que vous commenciez à voir un peu comment est-ce qu'il y a cet espace de premier moment d'organisation dans mon travail. Et il y a, tout de suite, je passe à la partie numéro 2, que c'est un peu similaire, sauf qu'il y a déjà certaines idées qui commencent à s'affirmer un peu plus. Ça, c'est une chose qui aussi c'est plutôt intéressant parce que l'idée de que je commence à affirmer certains aspects de mon travail commence à partir d'un geste de négation. Ça veut dire que si je veux commencer à faire quelque chose qui peut ressembler à un objet, ça veut dire un espace de sculpture, je vais faire ça avec tous les types de matériels qui ne sont pas forcément utilisés pour faire ça. Notamment, par exemple, les cartons plumes, qui, à part de ce matériel qui s'est associé à l'espace bidimensionnel, on va dire, c'est aussi très léger. Donc, je commence à générer une sorte de vocabulaire, on va dire, en relation à comment est-ce que je peux comprendre les rôles des objets dans mon travail, à partir justement de la négation des choses qu'on peut considérer qui sont très importantes dans les sculptures, ça veut dire l'échelle, les poids, par exemple la présence dans l'espace. Et j'ai aussi commencé à faire une chose qui est intéressante, pour moi c'est très significatif sur l'idée que je ne peux pas arriver à dissocier une chose de l'autre. Je commence à utiliser une sorte de socle que c'est une image. Donc il y a toujours cet espace d'idée de comment est-ce qu'on peut dissocier et associer, je ne sais pas, il y avait quelque chose que je ne peux pas laisser partir, mais qu'en même temps ça commence à affirmer. Et c'était un moment où, voilà, et l'autre chose qui est intéressante, c'est que j'ai photographié beaucoup de ce type de construction, mais tous ces types de construction existaient aussi autant de photos. Ça veut dire que la photo, à l'époque, et c'était quelque chose de très générationnel, les artistes de mon génération, la photo, c'était en forme de médiateur entre l'idée que je ne peux pas arriver à construire physiquement, mais que quand même, ça peut soutenir comme une image. Ça veut dire que je commence à affirmer une sorte de practice de volume à partir d'une quantité de gestes qui sont presque anti-sculptoriques, mais c'était toujours l'image qui est restée comme les derniers documents, on va dire. C'était l'image que c'était le travail. Et qui était une façon pour moi de négocier et de trouver un peu ma place dans tout cet espace de quantité de mouvements. Et juste pour vous dire, entre les photos de billboard et cette sculpture, il y a vraiment 6-7 mois. Donc toutes les choses arrivaient très 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 vite. Et dans ce contexte-là, il y avait aussi ces deux images, désolé que je vous... Voilà, cette sculpture-là, c'était plutôt intéressant parce que ça, c'est une sculpture qui sort direct d'une autre photo. Ça veut dire, encore une fois, c'était l'image qui me donne la clé pour commencer à développer le vocabulaire de mon travail. Et ça, c'était une sorte d'ornement architectonique que j'avais trouvé au Pérou. Donc, j'utilisais beaucoup mes voyages au Pérou à ce moment-là comme une source, quelque chose qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait comme ça.
mais que chaque fois que j'allais au Pérou, justement parce que j'avais coupé cet espace de lien avec la peinture, je peux reconnaître dans le contexte où j'étais grandi, ça veut dire dans la ville où j'étais, des choses que je n'ai pas vues avant. Et ça devient un vrai source très, très important de comment est-ce que je commence à fonctionner. Et dans cette même esprit, à certains moments donnés, à ce moment-là, j'ai commencé déjà à travailler avec une petite galerie. Et la galerie voudrait que je fasse une sculpture pour un expo. Et j'étais toujours avec l'idée de que je n'étais pas un sculpteur. Ça, c'est quelque chose que je me continue à dire moi-même. Même aujourd'hui, c'est un peu évident qu'effectivement, je suis un sculpteur, on va dire. Et donc, j'ai fait un travail pour répondre un peu à la demande, que c'était cette sculpture-là. Et cette sculpture-là, c'était fait à partir de quelque chose que j'avais recherché à l'époque. C'était un disque de Caetano Veloso. C'est un chanteur brésilien. Et la question qui est trop intéressante, c'était que quand ce disque a sorti originellement, c'était avec un designer brésilien que j'aimais beaucoup, des années 70. Il s'avait sorti comme une sorte de disque object. Littéralement, c'est un disque objeto, quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire c'était un LP que tu peux plier à 4 parts. Donc, les choses que j'ai fait, c'est OK, bon, je voulais faire une sculpture. J'ai allé acheter en eBay, à mon avis, beaucoup différents types de copies de ce même disque. Et j'ai fait une sculpture qui c'est pliable. Ça veut dire que cette sculpture peut exister, comme vous le voyez dans l'image, mais peut être juste à 6 vinyles dans une table. Et cet espace d'idée de modularité, ça veut dire que les sculptures, tu la peux amener d'un compte à un autre et que tu n'as pas besoin d'amener tous les volumes, tu peux amener d'un côté à un autre les pièces. C'était quelque chose qui était très important aussi pour que moi, je puisse considérer comment est-ce que je peux fonctionner en relation à un volume. Ce n'est pas la même idée de penser une sculpture à partir de l'idée que tu la peux plier, tu la peux porter d'un côté à un autre, que commencer une sculpture, on se sent que ça va rester là beaucoup de temps, parce que c'est lourd, parce que c'est grand, parce que, etc., etc. Donc, ce type de gestes, les gestes qui sont des sculptures légères, les gestes qui sont manipulables, que tu les peux moduler, tout ce type de questions, en tout début, m'a commencé vraiment à aider beaucoup à développer un vocabulaire de comment est-ce que je peux fonctionner, pas seulement avec la pratique des volumes, mais aussi comme une sorte de catalogue des gestes, catalogue des actions que je peux appliquer à certains types de sujets. Voilà, parce que ce n'est pas non plus le même d'appliquer une sorte d'idée, par exemple, une des images que nous on avait vues, et c'est celle-ci, non? Juste pour montrer un peu là. Cette image à droite, là, ça, c'était une version réduite et vraiment précaire d'un monument que j'avais vu au Pérou. Voilà. Donc, cet espace de vocabulaire des gestes devient aussi, à certains moments donnés, une sorte de façon de comprendre critiquement les origines de ton travail et de regarder un peu qu'est-ce que tu peux faire autant ça c'est la dimension plutôt plus politique de comment est-ce qu'on peut négocier la notion de format et la construction d'un format. Bon. Et juste pour vous dire, là, les choses que j'ai trouvées aussi intéressantes, c'est que ça, grâce à justement la pièce que je vous parlais en tout début, j'ai été invité plutôt un peu trop vite à participer à la Biennale de Sao Paulo. Et cette photo-là, ce n'est pas d'une énorme qualité, c'est une photo prise pour moi que j'ai trouvée l'autre jour. C'est un sort de premier moment. Je pense que c'est intéressant de voir cette photo aussi dans le contexte des photos que je vais vous montrer après. C'est un sort de premier moment que je commence à reconnaître l'idée de mon travail au moment que toutes les surfaces sont éclatées. Voilà, et que toutes les choses commencent à s'atomiser autour de moi à partir justement d'une forme d'échange de registres entre qu'est-ce que c'était mon travail, qu'est-ce que je peux identifier comme mon travail avant d'être un peintre, pendant que je suis un peintre, et maintenant que j'ai en train d'effectivement consolider et affirmer une sorte de posture un petit peu plus claire sur comment est-ce que je peux négocier mon rôle, mon lien avec les objets autour de moi.
Et il y avait un peu de tout. Je pense que cette présentation-là que j'avais faite pour la Biennale de Venise, de Sao Paulo, c'était effectivement un peu toutes les idées que je vois développer pour les prochains 10 ans. Et il y avait une projection des diaporamas que j'avais fait à la maison d'Elian Bobardi, qui c'était un architecte italien. C'était une maison transparente, sa maison de verre s'appelle. Donc il y avait déjà aussi l'idée de la légèreté, il y avait la pièce qui est modulable, il y avait certains collages que j'avais fait aussi. Et c'est intéressant parce que ce type de collages, ils sont, on va dire que la logique de comment est-ce qu'ils sont construits commence effectivement à me donner un peu des signes de comment est-ce qu'on peut penser l'image, ça veut dire l'espace bidimensionnel, déjà dans un point de vue plus structurel que représentatif. Donc les collages, ils sont des collages complètement normaux, mais après, il y a une forme qui se construit à l'intérieur, qui va tourner. Et donc, dans le moment que la forme tourne, la personne qui regarde l'image comprend beaucoup plus les structures de l'image que qu'est-ce que l'image est en train de dire. Et ça, c'était aussi pour moi un moment plutôt important, tu vois, de comment est-ce que tu peux casser un peu la dynamique d'une image en tant que représentation et commencer à voir l'image comme une structure aussi, ou en tout cas l'espace bidimensionnel. Hein? Je pense que ça, c'est plutôt fin de part 2. Okay. Alors, ok. Là, on fait un petit... là, je pense que entre l'expo que vous avez vu et cette expo-là, il y a plutôt 12 ans et demi de travail. Et donc, je voudrais montrer un peu certaines images, parce que là, quand j'ai fait cette expo, ça c'était au FRAC Bourgogne, 2010 peut-être, je ne me rappelle pas en fait, mais il y avait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'était un long montage pour cette expo. Et il y a pas mal de choses qui sont construites pendant le montage. Notamment, c'est un expo, c'est 2 murs, il y avait certaines pièces qui sont faites pendant le montage. Et quand je regarde en rétrospective cette exhibition en particulier, je suis un peu coupé en deux parties, parce que l'expo même, je trouve que c'était plutôt intéressant pour le moment, parce que c'est un expo beaucoup plus. Si je suis déjà en train d'affirmer un practice objectuel, on va dire, cette expo, c'est très très clair hein, sur les actions et les gestes que j'ai fait pour construire un peu l'intérieur de la pièce. Voilà, donc cette expo fonctionne à partir d'une sorte de reconnaissance de comment est-ce que je peux fonctionner autant artiste qui travaille avec certains éléments, on va dire, sculpturels. Mais par contre, je vous montre un peu les images de l'expo. Voilà. Par exemple, il y a une chose qui est intéressante vis-à-vis les collages qu'on vient de voir, c'est que ça, c'est aussi un travail qui commence petit à petit à sortir du mur. Donc, cette pièce en particulier, c'est 4 panneaux verts, chacune avec une différente quantité de tonalités rouges. Et la question, c'est que ça génère évidemment une image qui est très intéressante, puisque quand l'espace devient réfléchi, ces réflexes sont sur la surface, ça commence effectivement, il y a une forme de temporalité intérieure, il y a une distorsion qui s'origine à l'intérieur, donc il y a une image qui se construit, mais tu ne peux pas disassocier l'image de comment est-ce que la pièce est faite. Donc dans cet espace d'aller-retour entre l'idée de comment est-ce qu'on construit un espace et comment est-ce que cet espace fonctionne, tu vois, en réfléchissant comme en forme de prisme, cette pièce est très très importante. Mais la question que je suis en train de penser en regardant un peu cette question-là, c'est que ce n'est pas très loin de cet espace de gestes que vous avez vu dans les collages où il y a quelque chose à l'intérieur qui se modifie. Tu vois? Donc, ce n'est pas seulement l'image, encore une fois, en train de représenter quelque chose, c'est l'image comme structure qui pour moi c'est importante. Parce qu'au moment que tu commences à voir l'image comme structure, tu commences à penser l'espace différemment. Et en tout cas, je continue à parler, désolé, je suis un peu basique comme cette question de bidimensionnel, tridimensionnel, mais c'est tellement essentiel dans la construction presque en façon politique de penser le travail, parce que c'est quelque chose qui est très lié à l'intérieur de comment est-ce que je fonctionne aussi comme une personne dans le monde, lié à
à tout mon déplacement, à l'idée de la familiarité, à tout ce type de questions. Mais dans cette expo, il y avait quelque chose qui m'a vraiment frappé un peu la tête, c'est que j'avais pris beaucoup des images du moment que nous sommes en train de construire l'expo. Voilà, en train de les monter. Et en rétrospective, quand je me commençais vraiment, quand je me remis en crise sur mon propre travail, je me disais, OK, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans les images de comment est-ce que nous sommes en train de construire l'expo. Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça devienne vraiment mon travail? Vous comprenez la différence? Dans cette expo, toutes les pièces sont finies. Voilà, et c'est un expo qui me permet à moi de reconnaître toute la quantité de gestes, comment est-ce que les gestes que j'ai fait sur mon travail, ça cristallise dans sa forme. Mais là, il y avait les mêmes choses, sauf qu'avec beaucoup plus de, on va dire, ambiguïté. Ça veut dire que c'est un espace beaucoup plus complexe à reconnaître. Et ça, c'était un espace que je me disais, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a quelque chose que je n'ai pas arrivé à comprendre, parce que c'est vraiment très difficile d'organiser. Déjà parce qu'un espace d'exhibition, c'est déjà un espace que c'est complexe, parce que c'est vraiment difficile d'être légère, d'être comme si on n'est pas en train de faire ça. Tous les gestes, il y a une sorte d'hyperconscience quand on travaille dans un espace d'exhibition, parce que tous les gestes comptent. Mais là, il y avait quelque chose qui simplement s'organisait d'une façon que je me commençais à dire, OK, il y a quelque chose là que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, cette expo, pour moi, c'était un expo vraiment un sort de moment où d'un côté, je commence effectivement à reconnaître cet espace d'affirmation avec l'idée du volume et l'idée des pièces au sol, on va dire. Mais c'est aussi cet espace de moment que je commence à reconnaître aussi qu'il y a une façon de fonctionner que j'ai encore une fois devoir transformer. Et que c'est sur l'idée de l'objet fixe, à mon avis. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Voilà. Et donc, je voudrais que cette partie, ça c'était, je l'ai mis un peu la partie 3, parce que c'est une partie un peu charnière. C'est quelque chose que dans la construction de mon travail, m'a aidé beaucoup à repenser comment est-ce que j'ai pu reformuler le vocabulaire des gestes qui sont déjà, à ce moment, relativement bien organisés dans mon travail. Hein? Et la réalité, c'est que toutes les pièces, ils sont déjà là. Toutes les pièces qu'on a vues dans l'expo, ils sont déjà là. Sauf qu'ils sont entourés des autres choses qui ne sont pas nécessairement des pièces. Mais l'exhibition comme en totalité, je le trouvais plus intéressante. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'idée de fini ou pas fini, c'est l'idée de l'espace qu'on génère autour des choses qui sont finies. Tu vois, que je pense que ça, c'est un peu la réflexion que j'ai essayé de... Et c'était aussi une impossibilité, parce que ces situations-là, par exemple, que je trouvais très intéressante, c'est très difficile de la reconstruire après. C'est presque impossible. Donc, il y a une dimension d'impossibilité dans cet espace de situation, mais justement parce que c'est très difficile, c'est un peu les enjeux, ça c'est le challenge qui m'ont poussé à reconsidérer ma practice presque dans son totalité. Vous avez vu dans les images, de plus en plus l'expo c'est fini, mais il y a toujours des rémanents de quelque chose qui ne sont pas complètement finis. Et donc, je vais commencer à vous parler d'un territoire un petit peu plus connu maintenant, parce que la prochaine partie, ça passe à Carreras Mujica, que c'est un expo que j'avais fait à Bilbao. Alors, justement, en train de parler de comment est-ce qu'on peut reconstruire un espace d'idée de l'espace pour notre travail. Effectivement, quand j'ai déménagé à Lyon, j'ai commencé à travailler j'avais un petit peu plus d'espace et j'ai commencé à travailler sur un expo à Carreras Mujica, que c'est une galerie à Bilbao. Et j'ai commencé à développer une sorte de système de fonctionnement, de système de travail, justement, qui me permettrait d'introduire cet espace d'idée de comment est-ce que je peux organiser un espace qui peut accueillir des pièces finies
et des pièces qui sont en train de se produire, mais qui génèrent ou qui existent à côté des choses qui sont finies, mais qui me permet de générer une idée d'exhibition qui c'est plus fort que les pièces qui sont dans l'exhibition. Voilà, ça c'était un peu l'idée. Ça veut dire concrètement que le travail commence au moment qu'il y a une sorte de reconnaissance des gestes qui me permet de construire des objets. Les prochaines étapes, on va dire les prochains pas de transformation, c'est comment est-ce que je peux générer un espace où cet objet peut me dire quelque chose de plus que l'objet en soi-même. Je ne sais pas comment expliquer, quelque chose qui a besoin d'être associé à l'idée d'une façon de comprendre en général comment est-ce que les objets devraient ou pourront être regardés. Donc, j'ai commencé à faire, et encore une fois, je retourne à un espace énormément familier, c'est l'espace bidimensionnel. Je commence à faire des collages, effectivement, avec son décollage dans l'espace de la galerie, où je fais une sorte de passage pour des archives et j'utilise pas mal des images que je vais montrer de l'expo de Flac Bourgogne, justement pour commencer à générer des situations où je peux tenter, où je peux explorer les possibilités de qu'est-ce qui implique voir le travail dans des situations qui ne sont pas des situations que je peux construire physiquement. Voilà, ça veut dire que je commence à générer un espace intérieur, intermédiaire, entre la conception d'une pièce et la création d'une exhibition à l'exhibition et la pièce finie. Je commence à voir un peu des espaces intermédiaires qui me permettent de développer plus des images de qu'est-ce que le travail peut être que la réalité. Ça veut dire que tout ce type d'images qui existent purement comme des outils de travail me permet de commencer à déjà vérifier certaines idées avant même de forcément besoin de les faire. Parce que la réalité, c'est que cet espace à l'intérieur existe et cet objet qu'on voit au sol existe aussi. Donc la question qui est intéressante, c'est dans la méthodologie de travail, comment est-ce que je peux générer des espaces où je peux continuer à voir des choses, même si on n'a pas besoin de les faire. Tu vois? Et ça, c'est devenu vraiment un moment très, très important dans les derniers développements du travail, parce que, encore une fois, je retourne à un espace que je connais bien, c'est l'espace de la bidimensionnel, de l'espace del collage, on va dire, mais pour penser l'espace, et pour penser l'espace lié à la possibilité de la construction des objets. Donc, la question qui est intéressante, c'est qu'il y a une forme presque tautologique, ou ça, presque de vérification dans le travail, qui commence à fonctionner. Ça veut dire que si l'espace est comme ça, ici l'échelle est comme ça, ici les objets sont là, cette expo devra fonctionner. Voilà. La expo que j'ai fait, donc, c'était ça. Un petit peu plus stiff, un petit peu plus rigide que le collage, mais quand même, les choses qui sont intéressantes, c'est que c'est une expo que j'ai fait avec déjà une quantité de décisions qui sont prises à partir justement de la construction de cet espace intermédiaire que c'était l'espace que vous avez montré au collage. Par exemple, il y avait quelque chose qui est trop intéressant dans les espaces, dans les collages, c'est l'idée de la ombre. C'est l'idée de que l'espace n'est pas complètement lumineux. Et donc, quand j'ai construit la expo, j'ai fait exprès de juste laisser un petit peu de lumière pour ne pas illuminer toute l'exhibition. Parce que je savais que si je fais ça, ça pourra marcher, il pourra régénérer une sorte de rapport avec les objets, beaucoup plus lié à quelque chose que j'ai déjà vu. Voilà. Et l'autre chose qui était plutôt intéressante à ce moment-là aussi, c'est que cette expo commence d'une façon ou d'autre à fonctionner à partir de certains objets qui sont des pièces et certains autres objets qui ne sont pas de pièces. Ce sont des objets qui permettent que cette expo existe, mais qui n'ont pas forcément besoin d'exister après. Ça veut dire que dans l'économie intérieure du travail, il y a cet espace de distinction entre quel type d'objet me permet d'aller d'un côté à l'autre et quel type d'objet, effectivement, peut rester comme un objet autonome, on va dire. Ça, c'était avec la lumière naturelle. Ça veut dire que l'expo, c'était très différente au niveau température, parce qu'il y avait, quand il y avait la lumière naturelle, il n'y avait aucune lumière allumée. C'est juste la lumière naturelle. Et à partir d'un certain moment donné,
on a complètement changé le registre, tu vois, et on a donné complètement un autre type de sensation de la expo. C'est pas très bien passé avec les galeristes, mais c'était bien de le faire. Et par exemple, une chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, un des séquelles de cet espace de rapport, c'est que la galerie, par exemple, où je fais cette expo, garde toujours beaucoup de pièces qui ne sont pas de pièces. Tu vois, et que j'ai besoin, pour moi, c'est toujours un peu la comédie, mais de l'autre côté, cet espace de confusion, je pense que c'est une confusion plutôt intéressante. Il garde des matériels, il garde des choses qui étaient... Bon, cette pièce-là, par exemple, cet objet-là, c'était quelque chose qui est en train de traîner dans mon atelier pour, je sais pas, 12 ans, et qu'à un certain moment donné, il y avait un transport et il l'envoyait. Donc, cette expo, c'est aussi quelque chose... Les collages que vous avez montrés avant, c'est aussi quelque chose qui me permet de commencer à improviser un peu dans les expos, parce que je ne suis pas très bon en improvisation. Mais comme il y a déjà toute une quantité de matériel qui s'est déjà établi avant, j'ai commencé à reconnaître pas seulement les objets, mais les territoires de fonctionnement des objets. Donc, il y a une question qui, à ce moment-là, commençait à être un peu intéressante. C'est l'idée que, pour beaucoup des années, les territoires de familiarité, c'était les territoires de la peinture. Voilà, quand ça s'est coupé, la reconstruction du travail, c'est de me refamiliariser avec un autre territoire que je continue à être un peu ambigu, comme vous pouvez voir, parce qu'il y a beaucoup de gestes qui partent de cette ambiguïté, mais quand même, petit à petit, je commence à reconnaître comme un espace de territoire beaucoup plus propre. Ça, propre, non, à moi, proprio, comme on dit proprio. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'est justement quelque chose qui est intéressant, parce que ça, c'est une chose qui s'est générée pour le même travail. Le travail génère cette capacité de défamiliariser et refamiliariser avec une chose qui est complètement différente. Et ça, c'était pour moi, en tout cas, à ce moment-là, une chose très, très importante par rapport au travail. Et dans les mêmes registres, 12 ans après, je ne sais pas combien d'années après, j'ai fait un deuxième expo, que c'était au Centro 12 de Mayo. Et là, j'ai poussé certains types de... J'ai poussé un peu plus les choses, parce que c'était une invitation, bon, je ne vais pas expliquer un peu trop l'invitation, mais on va dire qu'il y avait deux moments pour cette exhibition. Les choses que je vous montrer, 12 de Mayo, c'est le deuxième moment. Mais 12 de Mayo, comme un endroit, comme un centre d'art, c'est vraiment moche, c'est horrible. L'architecte a fait un travail vraiment, vraiment compliqué. Donc, j'ai décidé de faire une expo où je ne touchais pas aucun mur de 12 de Mayo. Voilà. Et donc, la difficulté de faire cette expo, c'est comment est-ce que je peux construire deux moments, parce qu'il y avait 12 espaces, où au moment que tu montes sur ces 12 espaces, il n'y a rien d'autre réalité que la réalité construite, évidemment, que la narration construite pour les pièces et pour les modules pour soutenir ce type de pièces. Donc, pour ça, j'ai commencé à utiliser certaines des stratégies que je vous avais déjà parlé. Évidemment, il y avait énormément de collages aussi préparatoires, justement pour comprendre la dynamique entre pièces et les espaces entre pièces. Mais je ne vais pas continuer à vous montrer des collages. Par contre, là, vous imaginez, je commence avec cette image parce que là, vous voyez les deux modules que j'avais construits. Voilà. Donc, vous allez voir, par exemple, que là, il y a certaines pièces de la expo que je vais montrer de Carrera Mojica, mais avec certains autres qui commencent effectivement à générer un peu cet espace de conversation entre eux, toujours lié à l'idée qu'au moment que tu es mis sur cet espace d'estrade, il y a une forme de théâtralité qui commence à fonctionner. Et donc, la question que je me posais beaucoup comme question, c'est les rapports entre théâtre et structure dans cette exhibition. Et la question que c'est très important, c'est que de plus en plus dans les collages que vous avez montrés, ça est devenu beaucoup plus important la figure d'un corps humain, des corps, des gens en action. Et l'idée de que cet espace de création bidimensionnelle devient un espace d'action presque représentatif, ça veut dire théâtral, c'était très intéressant par rapport un peu les liens avec une idée de comment est-ce que je peux structurer la quantité de pièces qui circulent dans mon travail. Ça veut dire que si vous en rappelez du billboard qu'on avait vu en tout début,
Imagine si vous transformez les billboards et vous génèrent des espaces, que le billboard, à la place d'être une chose plein, devient, comme ça, que tu confrontes comme ça, devient une sorte de plan comme ça. Et tout commence à installer des choses en dessous de ça. Ça, c'était un peu la logique de comment est-ce que je peux générer un peu cet espace, des espaces intérieurs qui peuvent accueillir le travail et pour pousser le travail à un autre type de situation. Il y avait quelque chose de très important dans cette expo. Évidemment, ce n'est pas seulement le matériel noir, mais c'est aussi l'idée que le matériel, c'était une mélamine. Donc, c'était très réfléchissant. Ça veut dire que l'expo fonctionnait presque 2 fois. Il y avait les objets, il y avait aussi l'espace inconscient de l'objet, on va dire. L'objet qui circule comme réprimé, sublimé derrière cet espace des masses noires. Et ça, c'était une chose très importante dans l'exhibition, parce que l'exhibition s'est construite à partir de cette forme de doublage. Ça, c'était, désolé, l'ordre des images, c'est pas génial, mais ça, c'était la 2e salle. Cette salle-là, c'est beaucoup plus fermé, il y avait un plafond, et dans la 2e salle, c'était plutôt plus un patio, c'est tout ouvert. Voilà, c'était plus comme ça. Et l'idée, c'est que cette patio, les choses qu'elle peut permettre de faire, c'est faire aucune distinction sur la nature des objets que je peux mettre à l'intérieur. Voilà, ça veut dire que si vous revenez à la figure des billboards avec tous ces types de panneaux de différentes origines, et que personne ça va demander ah ça vient de là et ça vient de là, c'est juste il y a une totalité. Ça c'était quelque chose qui est intéressant. La majorité de ce type de pièces sont faits au moment que je me trouvais dans la nécessité de réchanger quand même la quantité de gestes que j'utilise pour générer mon travail. Donc je m'ai mis à une sorte d'exercice à ce moment-là, que c'était l'idée de commencer à travailler avec un sorte de cadre de temps. Ça veut dire accepter l'idée qu'à partir de, je sais pas, on va dire de janvier jusqu'au mai, toutes les idées que je génère, je la vois considérer comme des idées intéressantes. Ça veut dire que si je considère que c'est une bonne idée d'amener cette table-là, j'ai besoin de considérer ça sérieusement. Et donc, les choses qui étaient intéressantes, c'est que je commençais encore une fois à utiliser ce type de collage comme des outils de discussion. Donc, parce qu'effectivement, ce n'est pas moi qui... Si, on va dire, je rephrase là. Si je considère qu'amener cette table là-bas, c'était une bonne idée, j'ai besoin de considérer cette idée à partir d'une quantité d'autres interlocuteurs. La question que je trouve que est intéressante, par exemple, dans l'exécution de cette expo-là, en particulier, c'est que quand j'ai pensé cette expo, je l'ai pensée comme une forme d'idée de que tous les objets, à certains moments donnés, toutes les idées que je peux générer, on la va donner en vie. Cette vie, à certains moments donnés, c'était des collages. Cette collage, on la va parler en ensemble, et si tout le monde dit oui, on le fait. C'est pour ça que j'ai libéré beaucoup d'espace pour le travail aussi, parce que j'ai jamais pensé si cette pièce correspond à l'autre pièce. Et il n'y a pas cet espace d'idée de faire un lien parfait entre pièce et pièce. Il y avait juste une temporalité. Je ne sais pas si je m'arrive à expliquer, mais voilà. Je pense que j'ai un peu l'impression que ça s'est ouvert en tout part quand même. Armando, est-ce que tu peux expliquer un peu la logique dans cet expo, le fonctionnement du sol? Oui. Par rapport à... Parce que c'était, comme tu as dit, très réfléchissement. Oui. Il fallait enlever les chaussures, c'est ça? Oui, oui. Ça, c'est une décision commissariale plus qu'une décision à main. Oui. Oui, parce que c'est intéressant parce que, encore une fois, ça parle beaucoup de quel degré de contrôle, comment est-ce que finalement une exhibition, ou finalement exhibition à tout niveau. Ça veut dire, je parle de la même chose quand les étudiants voudraient faire une exhibition à l'école. C'est toujours quelque chose que tu as besoin de considérer à partir d'une forme de conversation. Donc, moi, depuis le début, je savais que je voulais un espace noir. Et dans l'atelier, j'étais en train de travailler avec un mélaminé qui était plutôt réfléchissant, mais c'était un mélaminé plutôt tranquille. Voilà. Et quand j'étais dans les montages, on a commencé à construire les structures, on a mis toutes les pièces, et on a commencé à lever le plastique. Effectivement, il y avait cette autre dimension. Ce n'était pas exactement le même matériel, c'était un matériel beaucoup plus lumineux, beaucoup plus réfléchissant. Et c'était un moment intéressant, parce que c'est un moment de vraie confrontation avec des pièces
moi, j'ai déjà connaissais, mais que j'ai jamais les connaissais doublés. Et à ce moment-là, on a besoin toujours de négocier qu'est-ce qu'on fait avec la réalité. Parce que c'était tellement fort comme geste que c'est très difficile de négocier cet espace de suspension de la narration, suspension de la réalité, on va dire. Tu vois? Et donc, il y avait cet espace de discussion avec Daniel, il y avait avec Manuel, sur est-ce qu'on met effectivement cet espace de question pour les chaussures ou pas. Parce que c'est tellement fragile la situation qui s'est générée à l'intérieur, tellement, ça a tout besoin d'être tellement concentré, parce que par exemple, ça arrivait que pas mal de gens sont tombés, parce qu'il y avait cet espace de doublage d'espace, et qu'on s'est posé beaucoup la question, qu'est-ce qu'on fait avec les traces des chaussures? Est-ce que ça propose une sorte de réalité qui va percer la narration qu'on est en train de construire à l'intérieur? Et c'était plutôt un vrai débat. Mais après, comme c'était un débat un peu inattendu, je dis, écoute, on se met ce type de chaussures, et, tu vois, pour pas... Mais par exemple, aujourd'hui, je sais qu'il va être comme ça, donc je serai doublement careful d'utiliser le même matériel, par exemple. Parce que de l'autre côté, ce type de geste, c'était un geste pas très agréable. Tu vois? Mais ce n'était pas prévu. C'était une chose que c'était plutôt... Et bon, écoute, je passe... Maintenant, je vais parler un peu sur du projet final, mais je vais rentrer un peu sur l'idée de... Je juste voudrais de vous parler quand même sur cet espace d'idée de comment est-ce que le travail, c'est toujours cet espace d'écologie intérieure avec son propre temporalité. Cette partie-là, je vais la recommencer avec 12 images du collage que j'avais fait aussi à certains moments donnés. Et comment est-ce que ces deux collages, on a pris complètement un autre type de réalité au moment que j'ai retravaillé certains sujets dans le travail. Et surtout, il y a une partie plutôt intéressante de cette... Ah là là, non, c'est pas ça. Voilà. Ok. Bah écoute, je vais voir si je peux arriver à faire ça. Une chose que je voudrais vraiment insister beaucoup sur les choses que moi, personnellement, je considère que c'est plutôt la partie plus intéressante de mon travail, en tout cas la partie du travail que je considère que c'est plutôt plus important pour moi, c'est que j'ai absolument aucune idée qu'est-ce que je devrais accepter comme mon travail. Ça veut dire comment est-ce que mon travail, quel type de forme mon travail va générer. Chaque nouvel projet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je me mis j'ai devenu un petit peu plus discipliné. J'essaie de recycler des pièces. Ça veut dire de toujours revoir certains types de pièces dans un nouvel contexte, à la place de continuer à faire. Mais il y a une chose qui est importante et qui plutôt c'est en qualité, même si c'est un peu difficile, c'est qu'effectivement, chaque fois que je commence un nouvel projet, c'est très difficile pour moi de prévoir un peu quel type de forme je vais faire. Donc, pour reconnaître un peu où est-ce que mon travail, encore une fois, les territoires ou l'espace de mon travail, j'ai effectivement, comme je vous avais dit, j'ai fait beaucoup de travail, on va dire, d'une forme de médiation interne. Je génère beaucoup des images de qu'est-ce que le travail, ça peut être. Et encore une fois, je pense que c'est très important. C'est un peu comme l'idée de l'énonciation. Au moment que je génère une image, comme l'image qu'on est en train de voir, cette image déjà existe. Donc ça devient une possibilité. Ça veut dire qu'au moment que cette image existe, toutes les problématiques pour que ça devienne une sculpture sont fondamentalement des problématiques de production. De comment est-ce que tu arrives à trouver tel et tel élément, presque indexation. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que c'est chaque pièce et c'est ce que ça peut tenir en ensemble. Mais la réalité, c'est qu'au moment que vous matérialisez cet espace d'idées, cette idée déjà existe, il devient partie du vocabulaire. Donc, une partie très constitutive pour des années sont effectivement tous les travaux que j'avais fait justement dans cette modalité. J'ai arrêté un peu de faire des collages pour l'instant parce que j'ai remplacé ça avec une quantité de travail en 3D qui me permet un autre type de choses.
Mais ce travail-là continue, c'est le travail que vous êtes en train de regarder, continue à être la base de qu'est-ce que je fais. Il y a un bon exemple, c'est ce collage-là. C'est un collage que j'avais fait aussi à partir d'un objet que j'ai fait à un certain moment donné en carton. Les gens qui sont autour de moi sont des anciens collègues à moi dans l'école d'art de Lima. Et ce collage, c'était la base d'un expo que j'ai fait le début de l'année dernière. Parce qu'à partir du développement de cette pièce-là, j'ai commencé à générer, encore une fois, de nouvelles formes dans mon travail, notamment ce groupe de sculptures. Voilà. Et donc, ce groupe de sculptures, par exemple, encore une fois, me permet d'expandir un peu le territoire de travail. Il a fait une autre chose que je trouve importante. Dans l'expo, où toutes les structures sont noires, la majorité des pièces que j'ai fait autant de sculpteurs, on va dire, tous les objets que j'ai fait, ils sont d'une échelle où je peux les faire, je peux les prendre. C'est très difficile pour moi de changer l'échelle de mon travail. Donc, pour l'expo que je vais vous montrer, les choses que j'ai essayé de faire, c'est comment est-ce que je peux développer des outils pour expandre, on va dire, pour agrandir l'échelle du travail. Alors, tous ces types de questions sont vraiment formelles, mais à certains moments donnés deviennent des vraies questions, parce que, enfin, ils sont toujours des vraies questions en fait, mais ce sont questions qui commencent à changer complètement la façon comme j'ai besoin de penser sur mon travail. Donc, ça force un processus de transformation. Donc, chaque nouvelle possibilité, chaque problème que je trouve dans le travail génère évidemment une réponse qui a besoin d'être considérée comme une totalité, comme la totalité de toutes les choses que j'ai besoin de modifier à l'intérieur du travail. Cette pièce-là, c'est vraiment similaire à la pièce que j'avais fait avec les 10 de Caetano Veloso. C'est vraiment l'autre jour en train de voir, c'est presque la même opération mentale de plier un espace, mais sauf que là, tu ne peux pas les replier. Mais la façon comme cette sculpture existe, c'est à partir de l'idée de que tu peux générer des espaces à l'intérieur des espaces. Tu vois? Et là, c'est exactement le même espace d'exhibition que l'exhibition que je vous avais montré avec juste pas trop de lumière, mais qui a complètement changé le caractère de comment est-ce que tu regardes les choses. Là, par exemple, j'étais très... Je voudrais vraiment qu'on voit énormément de lumière, qu'on voit tout. Il y a rien... Et cette expo, il n'y avait rien de... Il y a presque pas énormément d'interstices. Tout était très clair dans cette expo. Et je ne considère que ce n'est pas forcément en valeur, c'est juste la nature de qu'est-ce que j'avais fait. Et juste une autre chose, c'est à partir de cette image-là, c'est une image un peu plus dure, un peu plus dans le contexte d'un Péruvien un petit peu plus politique. Ça, c'était aussi un autre collage que j'avais fait plutôt en 2018-19. Et cet espace de l'utilisation de charnières, là, de hinge, comme on dit ça, c'est pas un charnière, ça c'est, oui, c'est quelque chose que c'était plutôt très important. Et cette année, je viens de finir un expo où j'utilise cet élément-là et je parle de la notion de torture comme centrale. Donc, je vous montre c'est une pièce que je viens d'ouvrir là. Mais par contre, là, il y a un retour. Ça, c'est la première expo que j'ai fait depuis que j'ai arrêté de faire la peinture en 2002, où effectivement, tout va au mur. Bon, ben voilà. Je pense que... Est-ce qu'il y a des questions?
Ça, c'est plutôt la partie plus intéressante. C'est moi. Oui. C'était une question par rapport à la facture des objets qui sont produits. Oui. C'est-à-dire que dans ta présentation, que tu as pu s'axer sur comment tu penses Oui. les gestes de sculpture, les premières images d'expo qu'on a vues, on voyait mal les objets qui étaient présentés. Enfin, je veux dire là, telles qu'elles étaient photographiées. Alors que la dernière expo, on voit clairement que c'est des objets qui sont usinés, quoi. Oui. Et est-ce que, parce que du coup, tu délègues l'usinage des objets, alors que tous les gestes de construction sont importants. En tout cas, c'est comme ça que tu as présenté ton travail. Oui. Et je voulais savoir si, parce que j'ai pas de repères par rapport aux expos précédentes, est-ce que le fait que les objets soient usinés ou que ce soit des sculptures, potentiellement des sculptures cheap avec des matériaux pauvres, des trucs comme ça, tient la même place dans la hiérarchie des choses importantes que tu mets en place au moment de présenter ton exposition? Oui. Oui, la question c'est que, oui, tout à fait. Ça veut dire que dans mon imaginaire, les prochains pas, c'est de commencer à voir les pièces, ces sculptures un peu plus produites, à côté des choses qui sont moins produites. La question c'est, j'imagine quand j'ai fait un expo, je pense que ça c'est applicable à tout le monde, on a besoin effectivement de faire une quantité d'édition à partir d'une question que pour moi c'est un peu basique. On ne peut pas dire tout le temps. Voilà. Donc à partir de cet espace de principes, je pense que c'est très important de savoir les fameuses read the room, tu vois, une sorte de lecture de quel type de pièce tu devras faire à ce moment-là, en considérant, en sachant que le travail ça ne va pas arrêter à ce moment-là. Donc une question que j'ai toujours essayé de faire, au moins comme un exercice personnel, parce qu'on ne sait jamais si effectivement demain il y a un autre expo qui arrive. Voilà, c'est l'idée d'imaginer qu'à certains moments donnés, le rôle de travail, c'est de dire ça, et dans 12 ans après, cet espace d'énonciation, cet espace de chapitre, on va dire, du travail, forcément on la va mélanger avec des autres moments où effectivement, par exemple, la volonté de produire, ça a complètement changé, que j'ai en train, par exemple, de construire un expo pour l'instant où je m'ai mis comme un challenge de que tout devrait être produit dans les studios. Mais dans mon studio, c'est plutôt plus un espace de pensée que de production. Donc, je sais que ça va effectivement générer une quantité de formes qui va habiter dans cet espace de presque précarité. On va dire, c'est pas précarité, c'est cet espace d'instabilité. Et donc, la question que je me dis, c'est que parfois, effectivement, on a besoin de le donner à des pièces plus stables, faire les choses qu'il y a besoin de faire. Il y a certains autres moments, on peut générer beaucoup plus de tension au moment qu'on mélange une pièce très instable avec une stable. Et que cet espace d'idées, de comment est-ce que c'est vraiment très technique aussi, parce que ça devient à partir d'une connaissance de qu'est-ce que le travail peut faire aujourd'hui. Tu vois, quand j'ai commencé à faire les sculptures, j'utilisais tous les matériaux légers parce que c'est beaucoup plus simple à rater. Non, c'est léger, tu n'as pas besoin de penser trop, tu as besoin juste de penser que cette question a besoin de se tenir pour soi-même. Évidemment, aujourd'hui, dans le vocabulaire, il y a des autres types de registres. Donc la question, c'est dans quel moment tu peux générer certains types de situations où si tu étais, on va dire, si tu croyais que le travail va aller là-bas, le travail te dit, OK, on va là-bas, mais aussi on va ouvrir la porte à cette autre question-là. Donc, c'est plutôt, finalement, peut-être on revient à cet espace d'idée de l'échange dans tout début. Tu vois, que c'est plutôt plus en corrélation, en codépendance, peut-être. Non? Mais quand même, dans cette dernière expo à Carreras, où il y a les objets pour produits, il y a deux choses que pour moi c'était problématique. Effectivement, les finitions des pièces et le couleur. Parce que pour moi, c'était pas très évident. Les couleurs, c'est pas une chose à... Et donc, je continue à forcer à introduire des éléments qui me permettent
toujours gagner d'espace. Donc maintenant, par exemple, pour donner de couleur à ce type de pièces, j'ai trouvé une stratégie super simple sur l'idée del RAL. Le RAL, c'est le nuancier. Tu vois, donc maintenant, j'utilise une sorte de RAL, des couleurs qui sont liées en forme de signes urbains. Tu vois, donc, oui, la majorité. Mais donc, ça m'a permis aujourd'hui de comprendre si je veux introduire des couleurs, il y a un rapport avec les signes, que c'est quelque chose que ça m'a commencé à intéresser, ça m'a pu générer d'autres types de choses. Oui. Bonsoir, j'avais la question par quels artistes vous avez été inspiré notamment? Ah, c'est une bonne question. C'est qui cet artiste et qui est inspiré? Bah, écoute, oui, à mon avis, les artistes que je continue à regarder, il y a beaucoup d'architectes aussi. Donc, par exemple, Brancusi, c'est quelqu'un que je pense que c'est très fort, on va dire. Mais Rosemarie Trockel aussi, l'artiste allemand. Mais par exemple, Paul Thek, c'est un artiste que c'est pas forcément une esthétique que je vais utiliser dans mon travail, mais Paul Thek, c'est quelqu'un que ça m'intéresse beaucoup. Mais la question qui est intéressante, c'est que par rapport un peu mon rapport avec l'histoire de l'art et l'art contemporain, j'ai passé d'être un fan. Quand j'ai beaucoup plus jeune, je suis vraiment fan des artistes. Et justement parce que mon position est devenue un peu plus pratique et en même temps cynique, parce que quand je travaille avec mes étudiantes, et j'ai besoin toujours de basculer, de comprendre quel type d'artiste est plus utile pour parler aujourd'hui d'art. Donc, par exemple, je connaissais Paul Thek, mais aujourd'hui, dans les textes que j'utilise pour travailler, il y a un texte sur Paul Thek, et ce texte est devenu tellement important pour finalement toucher une quantité de sujets sur l'idée de comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, on habite avec des objets. Tu vois? Donc, mon rôle a devenu, mon relation avec les artistes a devenu une relation beaucoup plus pratique. Et je pense que comme tous aussi, et beaucoup plus comme gargantua, non? Je vois des choses, je récupère, je vois un peu des choses partout. Il y a un artiste qui s'appelle Henrik Olsen, qui est un artiste qui habite à Berlin, que c'est quelqu'un, par exemple, qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup, simplement parce que je trouve que c'est incroyable les choses qu'il fait. Je pense comment est-ce qu'il arrive à faire les choses qu'il fait, par exemple. Ça, c'est le type d'artiste qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup. Parce qu'au moment que tu commences à faire des expos, tu comprends aussi le courage que demande de prendre des décisions, par exemple, une chose que je pense beaucoup, c'est la difficulté dans la conversation avec les gens qui sont en train d'organiser une expo, la difficulté d'être clair sur des choses qu'on ne va pas voir, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la difficulté, c'est que d'habitude, quand nous on commence à travailler dans un expo, on commence à parler des choses qui n'existaient pas, mais aussi les types de conversations qu'on a besoin de générer autour du travail, qui pour résister en forme de protection de qu'est-ce que le travail était vraiment au corps. Et Henrik Olsen, par exemple, c'est quelqu'un qui parfois présente des pièces qui sont faites presque avec des rien. Et ça, c'est déjà très, très difficile à faire, mais aussi de générer l'espace qui permet que ça existe comme ça. Donc aujourd'hui, je pense que mon regard, c'est beaucoup plus technique par rapport à un peu comment un artiste aujourd'hui fonctionne à partir de ce type de décision, de comment est-ce que tu peux arriver à trouver des espaces pour développer ton travail. Après, au niveau des goûts, des styles, ce type de choses, écoute, je pense que je suis un peu victime des choses que tout le monde... Cady Nolan, je pense que c'est quelqu'un que tout le monde a commencé à regarder, et effectivement, tu regardes et c'est très intéressant. Tu vois, je sais pas. C'est bizarre parce que c'est un regard aujourd'hui beaucoup plus, je ne vais pas vous dire cynique, mais c'est clairement beaucoup plus pratique sur les choses qui m'a... Oui.
Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous avez arrêté la peinture? Pourquoi vous avez arrêté la peinture d'un coup du jour au lendemain? Parce que pour une question j'avais trop des idées. Je voulais j'étais intéressé dans l'architecture. Il y avait trop de choses articulées. Il y avait trop de choses articulées. Ça va pas jusqu'en caveat. Et j'ai énormément d'étudiants qui ont fait la peinture et parce que ça c'est une chose que même techniquement je connais beaucoup mieux que l'idée de faire un objet. Voilà. Mais je crois que dans ce moment en particulier, c'est parce que j'avais deux choses que je trouvais que c'était très importantes. J'avais trop d'intérêt sur cet autre type de choses et je n'étais pas capable de les articuler dans une seule surface, on va dire. Et après, parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus intime de casser une chose de familiarité. Mais familiarité littérale, famille. De quelque chose que si je n'arrête pas, je vais continuer à être toujours à l'ombre d'une chose qui ne m'appartient pas. Donc finalement, c'est un peu traumatique, mais pas non plus trop traumatique. J'ai arrêté et après, ils me disaient, OK, on passe au suivant. Et après, tu passes 3 semaines ou 4 semaines, ou plutôt 3 mois en train de voir un peu qu'est-ce que ça peut être. Et à certains moments donnés, tu commences tu commences à reconnaître autre type de signes. Et ça, c'est le moment que les choses commencent à dérouler. Tu vois, c'était un moment plutôt important. Oui. Est-ce que l'existence des plans dans l'espace qu'on retrouve tout le temps dans le travail, il n'y a pas une peinture dans l'espace? Et puis avec ces histoires de matière, aujourd'hui de couleurs, oui. Est-ce qu'il n'y a pas le développement d'une peinture dans l'espace, en fait? Est-ce que c'est une vraie rupture, en fin de compte? C'est une vraie rupture dans la mesure que les gestes de mélanger la peinture et de faire ça effectivement s'arrêtait. Mais alors, ok, la réponse est oui et non. Parce que par exemple, pour retourner à ce type d'images, comme l'image que vous êtes en train de regarder, je pense que j'avais fait énormément d'efforts pour ne pas penser comme un peintre quand j'étais en train d'organiser une structure, un espace. Voilà. Et ça c'était très important pour moi. De l'autre côté, quand par exemple je vois les expos que je fais, ils ont des expos que je me besoin forcer à les voir 3D parce que pour moi, les points de vue et les angles, ils sont très pictoriels. Donc effectivement, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est le fait que j'ai besoin toujours de passer à certains moments donnés dans les processus de travail à la réduction de l'espace, d'un espace tridimensionnel à bidimensionnel pour o sea, il y a toujours cet espace d'aller-retour. Mais écoute, juste pour donner, parce que ce n'est pas forcément clair, pour moi c'était juste pour donner un petit exemple de comment est-ce que tu peux penser l'espace différemment. Et il y avait à certains moments dans les images, il y avait une pièce que c'était 3 tissus, 3 canvas orange avec des bandes autoréfléchissantes. Ça, c'était une pièce que j'avais dans la tête depuis un moment parce que j'avais acheté cet espace de tissu orange, que c'est le tissu des travailleurs au Pérou. Et je voulais faire une pièce que c'était le tissu et la bande réfléchissante comme en forme de... Et donc, c'était pour un expo, j'étais très content, les 4 châssis avec l'orange. Et je me passe toute une demi-journée en train de faire les lignes réfléchissantes partout. Et je me trouve dans cet espace de moment que pour moi, c'est très, très terrifiant, où tout peut marcher, mais rien ne marche. Parce que pour que tout peut marcher et que je puisse générer une image fixe, j'ai besoin de penser comme un peintre, on va dire. Et je me trouvais vraiment dans cet espace d'espace que pour moi, ce n'est pas tout à fait
confortable. Donc finalement, les lignes qui génèrent un peu l'image, entre guillemets, simplement répondent à les structures de châssis. Donc j'ai suivi juste les structures des châssis parce que ça était déjà là. Tu vois, pour moi, ça c'était un bon exemple. Je me dis, ah ok, donc on peut générer cet espace de façon de comprendre. Tu vois, tous les matériels, on va dire, qui peuvent conformer un vocabulaire pictoriel, mais qu'on le peut penser d'une autre façon. À partir de comment est-ce que cette question, ça tient en soi-même. Peut-être c'est pas rocket science, mais c'était quelque chose que pour moi c'était important. Parce que c'est vraiment une façon de changer le registre. Tu vois, et donc la solution de cette pièce arrivait très vite après. Tu vois, très vite. Oui. Comment est-ce que vos voyages dans le monde et tout ça ont marqué votre travail? Et comment est-ce que les voyages, ça veut dire les voyages sortent initiatiques au moment que je pars de Pérou ou mes voyages en général? Bah écoute, les voyages marquent beaucoup mon travail, puis ce sont des moments que je ne travaille pas. Et c'est une chose très simple, mais peut-être c'est difficile de déterminer un peu quand on voit un peu ce type de présentation, que toutes les choses qu'on a vues existent effectivement comme la cristallisation d'un travail. Mais une chose que pour moi c'était plutôt très importante, il est devenu beaucoup plus important, c'est qu'entre les moments que je travaille, il y a des moments que je ne travaille pas. Voilà. Et que ce n'est pas forcément des moments sont des moments qu'effectivement, c'est pas que je me débranche complètement, mais c'est que tu comprends que le travail, c'est en partie d'une quantité d'autres choses qui ont besoin de s'y mettre en mouvement pour que tu peux être là en train de regarder qu'est-ce qu'il passe. Ça, c'est presque une question presque politique, tu vois, cet espace d'idée de... Et donc, par exemple, c'est intéressant parce que la majorité des voyages que j'ai faits sont des voyages de famille. Et j'ai besoin de négocier avec ma fille, aller avoir l'art. Donc, si je peux éviter de négocier, parce que ce sont des heures de négociation, tu vois, parfois, mais quand même, évidemment, par exemple, je sais pas, pour question de travail, j'ai fait 2 voyages récemment. Et le dernier, j'étais à Munich avec certains de mes étudiantes. Et là, par exemple, depuis un vrai bon moment, j'étais allé voir à la Pinacothèque, j'allais voir des peintures. Et ça, c'était par exemple quelque chose qui était très important parce que ça m'a marqué beaucoup comment est-ce qu'aujourd'hui je regarde la peinture. La peinture comme factura, la peinture comme technique, à quel type d'artiste je regarde plus que... Ça, je sais pas, c'est quelque chose... Qu'est-ce qu'on regarde quand on est en train de voyager et de découvrir? C'est aussi un bon message de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de regarder et comment est-ce que nos regards ont changé. Je pense que ça, c'est plutôt important, peut-être. Oui. Oui. Alors, Alix. Ah non, oui, après. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport aux travaux que vous nous avez montrés, où vous nous avez expliqué qu'il était important pour vous d'utiliser des archives personnelles, comme des photos, des images. Est-ce que aussi ça se matérialisait sous forme d'objets et savoir depuis quand, enfin si vous savez à partir de quel moment dans votre pratique vous vous êtes dit que vous alliez conserver certaines choses pour vous dire que ça vous servira pour plus tard, pour des installations, ou vous dire que ça impactera mon processus de travail plus tard. Ok. La première partie, c'était par rapport au budget. Une chose de budget, je n'ai pas compris la première partie. Non, aux travaux que vous nous avez montrés. Oui, les objets. Si on commence à parler de budget, déjà, c'est pas mal comme professionnalisation, non? Et dans quel moment... ok, je ne peux pas dire exactement dans quel moment, mais je sais qu'il y avait un moment très fort
où j'ai commencé à générer beaucoup plus confiance sur les objets que j'ai faits. Et que j'ai commencé à les considérer comme des objets que je peux utiliser et réutiliser. La question, c'est que pour beaucoup de temps, voilà, et mon rapport avec mon travail, c'était très négatif. Parce que je pense que finalement, c'est la difficulté de reconnaître ton travail autant que tu es en train de faire. Voilà. Et il y a une autre chose que parfois c'est une chance, mais aujourd'hui, je pense sûr que ça c'était... C'est le fait que tout de suite, mon travail commençait à être public. Donc, je n'ai jamais vraiment presque développé une sorte d'intimité. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait des idées, il y avait une demande, j'ai fait des objets. Pas tous les objets ou pas tous les travaux sont bons. Il y a certains travaux qui étaient bons. Il y a d'autres qui sont vraiment... Je ne peux pas m'en dire, j'ai fait 2 ou 3 expos que je m'en dis aujourd'hui, putain, comment est-ce que vraiment... Voilà, quel courage. Et parce que ça, c'est toujours parti de l'idée que je ne connais pas le travail et j'ai besoin toujours d'aller à la rencontre. Mais effectivement, je pense qu'à certains moments donnés, je ne sais pas exactement. Et quand j'arrivais à Lyon, j'avais un atelier, j'ai commencé à travailler avec des pièces textiles. Et je ne sais pas pourquoi cette espèce d'idée de la pièce textile soulageait beaucoup la lourdeur de toujours besoin de voir mon travail comme un travail d'objet. Je ne sais pas si... Et à ce moment-là, je me commençais à dire, OK, il y avait une autre chose qui était plutôt importante. À certains moments donnés, je me commençais à entourer des gens autour de moi, 2 ou 3 personnes, qui dans les derniers 106 ans, m'ont aidé beaucoup à produire les pièces. Et que j'ai fait énormément confiance à eux. Et au moment qu'eux disent « Ah, ça c'est pas mal », ils m'ont dit « Ah, ok, peut-être c'est pas aussi mal. » Tu vois, parce que on ne fait pas notre travail tout seul. On est toujours entouré des gens, ça va être tes collègues. Si tu peux effectivement trouver les budgets pour payer un assistant à certains moments donnés ou quelqu'un qui peut passer. Le travail existe à partir toujours des conversations. Donc au moment que je pense, au moment que cette conversation devient une conversation qui génère plus de confiance, tu peux dire, ah ok, peut-être que maintenant je peux projeter que cet objet peut exister de telle et telle forme. Mais ça a pris un petit moment parce qu'à certains moments donnés, j'ai produit pour répondre à des demandes, pour répondre à des expos, pour répondre effectivement... Écoute, sur le papier, c'est super, parce que ça veut dire qu'il y avait... Mais parfois, je me pose un peu la question, parce qu'aujourd'hui, je trouve que je suis beaucoup mieux artiste que quand j'ai commencé à faire la Biennale de Sao Paulo. Donc, c'est très... Tu vois, c'est très... Pour moi, c'est un peu très étrange, tout cet espace de questions, mais bon. Oui. C'est un peu ça. Alors, moi, je voulais savoir si tu pouvais nous montrer plus d'images des peintures, là, de ça. Mais Alix, c'est pas une peinture, tu peux écouter rien. Ça, c'est quelque chose qui ressemble à une peinture, mais qui n'est pas une peinture. Voilà, celle-ci. C'est des images sur des châssis au mur. Oui, mais pas forcément. Pas forcément. Ça, c'est l'illusion que j'ai besoin de garder jusqu'au bout. Écoute, l'expérience de faire cet expo en particulier, ça a été très intéressante parce qu'ils sont faits avec la sérigraphie. Et c'est juste la façon de générer ce type d'images. C'était presque... Il y a une structure qui s'organise. Il y a un printing qui se fait, après tu coupes, tu mets les choses ensemble, après tu reprintes, tu recoupes. Il y a toujours un peu cet espace d'idée que la pièce finale, que les choses que tu vas voir à finale, c'est le résultat de beaucoup de mouvements structurels. Et que l'image, c'est le moment qu'effectivement les structures, ça dit à soi-même, ok, c'est une question de que, par exemple, cette image-là, cette série-là, c'est fini au moment que j'ai utilisé les charniers pour faire des lignes comme ça. Ils fermaient vraiment
les structures. Donc à ce moment-là, tu t'as dit il n'y a pas de place pour aucune autre image, pour rien d'autre dans cet espace-là. Donc ils sont comme ça qu'ils sont organisés. Il y avait une autre chose, cette expo, ça fait à partir de la réutilisation des mêmes 5 éléments. Un texte, il y avait des images de nous, il y avait des charniers, il y avait 1 ou 12 éléments de plus. Mais c'est la répétition exactement des mêmes éléments qui génère la narration de l'expo. Non, on frotte et on frotte et on frotte les mêmes quantités des éléments. Bonsoir. Dans aucune de vos photos, je vais dire, là, donc, qui sont des archives de vos pièces, il y a de spectateurs. Je voulais savoir, alors évidemment, vous êtes là pour nous montrer votre travail, oui. Mais je voulais savoir votre relation aux spectateurs et je pense surtout au volume. Quel effet ça vous fait quand vos pièces sont envahies de spectateurs? Quel est votre rapport aux spectateurs? Et est-ce que vous archivez aussi des photos de votre travail avec spectateurs? Je pense aux échelles, je pense aux déplacements, je pense à la question du déplacement. Ils ne sont pas dans les photos, parce que d'habitude, ce n'est pas moi qui prends les photos, mais ils sont toujours dans les collages. Ils sont toujours. Et j'ai besoin toujours de quelqu'un en train de donner un sens encore qui peut effectivement générer une idée de que ça c'est possible. La question qui est intéressante, c'est que, oui, ça va dire, dans les photos de mon travail, effectivement, malheureusement, chaque fois que j'ai reçu des photos, on est vraiment dans l'imaginaire une sorte d'idée de white cube, etc. Et je suis très précis, j'essaie d'être très précis par rapport aux placements des pièces, surtout quand ils sont des pièces qui vont au sol ou sont des objets. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans l'expo, que ce n'est pas des expos de peinture, et l'accrochage s'était fait très vite, il s'est fait en conversation avec De Vere, que c'est la personne que j'ai à la galerie. Et j'ai dit conversation d'une façon rhétorique. C'est plutôt lui qui a fait l'accrochage. Je lui avais proposé 2 ou 3 protocoles et c'était lui qui avait fait la question. Par contre, quand c'est à partir de l'idée de l'organisation des objets dans l'espace, quand il y a une trajectoire, moi, d'habitude, je suis un peu plus précis parce que il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est d'introduire des interstices entre les objets où tout peut générer une sorte d'idée de que là, comment expliquer, de qu'il y a presque rien entre ça sort de comment est-ce que je peux. Je voudrais qu'il y ait toujours une sorte de distance entre les pièces qui te permet de considérer que tu as besoin d'aller un petit peu plus loin ou que tu arrêtes un petit peu plus court. Ça veut dire que ton corps n'est jamais confortable. Je pense que les disconforts que j'essaie de cristalliser dans la mise en scène, c'est le même disconfort que je trouve chaque fois que j'ai besoin de recommencer à penser sur mon travail, et surtout sur mon travail d'objet. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas du tout un processus. Aujourd'hui, ça est devenu un peu plus joyeux parce que je m'amuse beaucoup à faire ce type d'images. Parce que ça pousse un peu la dimension presque fantastique du travail, presque spéculative, on va dire. Tu vois? Mais quand ce type de situation, tout le monde, ça veut dire les gens qui travaillent à l'atelier, moi, les galeries, etc., on dit, OK, on va faire cette sculpture. Ce moment-là, pour moi, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, il y a un vrai. En espagnol, tu dis réticencia. C'est une forme de. Et donc, parfois, dans la façon comme j'ai construit un peu l'espace, j'essaie d'évoquer un peu cet espace d'idée qu'il y a quelque chose qui ou arrivé trop tôt, ou arrivé trop loin, rien n'est complètement confortable et en même temps, les choses sont clairement présentes. Mais ça, c'est une question aussi, que, évidemment, comme vous pouvez voir là,
Là, c'est pas une situation confortable, par exemple. Et donc, tu vois, c'est pas confortable à regarder, c'est pas confortable à faire, hein. À savoir que ça, c'est partie de mon imaginaire. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est une image qui vient des archives de choses des haciendas au Pérou, tu vois. Ça, c'est les années 60. Donc, il y a une vraie question, tu vois, que j'essaie de mettre en place, qu'évidemment, dans les images, tu ne peux pas faire une photo de l'espace entre deux sculptures. Mais il y a une chose que je trouve intéressante, dans les registres que j'ai fait de mon propre expo, ils sont très différents à les registres techniques. Là, par exemple, effectivement, il y a beaucoup plus de considération des espaces entre les expos, mais pas forcément beaucoup plus de monde. Moi, j'aurais aussi une question, parce que ce que vient de dire Delphine par rapport aux spectateurs, j'aimerais insister là-dessus, surtout dans un travail une exposition que vous avez montré avec des objets qui étaient donc des pièces finies, des objets qui étaient des accessoires ou quelque chose qui n'était pas des pièces. Oui. Et avec une tromperie, puisqu'il y avait quelque chose d'un peu de rigolard dans votre manière de le présenter. Enfin, quelque chose. J'aimerais en savoir un peu plus là-dessus par rapport à la perception justement du spectateur qui se retrouve face à des non-pièces ou des objets. Comment peut-il s'y repérer? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Enfin, est-ce qu'il y a du piège? Oui. J'aimerais comprendre mieux ce... La question, c'est que, évidemment, si tu fais un expo où les limites de chaque pièce, c'est super clair, hein, tu peux développer un rapport direct avec l'objet que tu es en train de regarder. Mais quand cette limite commence à être un peu plus ambiguë, ça commence à pollutionner pour une quantité d'autres choses, la vraie distinction commence à être beaucoup plus fragile. Et la question dans cet expo en particulier que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'à certains moments donnés, l'expérience du travail devient plus forte que l'idée que tu peux faire des concessions sur je m'appuie sur ça, et je m'appuie sur ça, et je m'appuie sur ça. Mais de l'autre côté, je pense toujours en termes de production. Parce que ça, c'est une question en valeur fixe. Si tu arrives dans un espace et tu vois qu'il y a quelque chose fait dans un matériel ou fait dans un contexte que tu sais qu'il a coûté un peu à faire, ça génère beaucoup moins de doute que ça c'est une pièce d'art que l'objet que c'est à côté. Tu vois? Et donc, il y a quelque chose qui commence à arriver au moment que tu peux fixer des points dans un espace comme ça, par exemple. Tu vois, cette pièce, c'est une pièce qui a été produite dans une fonderie. Cette pièce, pas trop. Voilà. Ça va dire pas du tout. Mais la question, c'est que cette pièce, et ça c'est une chose que pour moi c'est très intéressant, utilise cet espace de 100% de la finition de cette pièce pour exister. Donc c'est une sorte d'idée de que moi, j'ai besoin de cette pièce pour mon travail. Cette pièce, j'ai besoin pour l'expo. Voilà. Et cette question-là, ce type de façon de comprendre dans quel moment, comment est-ce qu'on peut construire un peu un espace, l'espace qu'on a besoin pour voir le travail à ce moment-là, ça, c'était dans ce moment-là très important et aujourd'hui parfois aussi très important. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça tout le temps. Pour moi, c'était déjà plutôt un miracle qu'une galerie accepte ça, parce que je pense qu'ils sont vraiment contents que je fasse un expo. J'ai poussé un peu tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est intéressant de savoir aussi dans quel moment tu peux pousser certaines quantités de choses et quelle dynamique intérieure dans le travail. Mais on ne peut pas faire ça tout le temps non plus. Donc tu as besoin d'un type d'accord, tu as besoin d'un type de contrat. Mais c'est intéressant parce que si effectivement aujourd'hui, avec la difficulté de produire des pièces, par exemple, tu vois, nous, autant artistes, je pense qu'en général, on génère plus des idées que des pièces. Mais donc là, génère en forme de symétrie sur la quantité de choses qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut mise en mouvement, qu'est-ce que c'est important de voir dans notre travail. Donc les choses
que c'est une question un peu d'accélération parfois. Si je sais qu'il y a une pièce qui va être produite et que le spectateur va identifier que c'est produit, tu sais que là, il y a quelque chose que c'est beaucoup plus clair pour comprendre que ça existe comme ça à ce moment-là. Tout l'espace autour de cette pièce, c'est un espace qui va utiliser ces rapports et que je peux parasiter, on va dire, pour gagner un peu d'espace, pour mettre des choses qui, s'ils sont bien, ça, pour justement générer des images sur le travail. Qu'est-ce que le travail peut être? Mais à partir d'un point d'identification. Donc, si effectivement, dans un expo, tu sais qu'il y a 4 pièces qui vont déterminer différents points de gravité, tu peux effectivement utiliser tous les espaces autour là pour justement générer plus d'espace pour des autres types d'idées qui peut-être ne sont pas dans la même catégorie, mais qu'ils sont, parce qu'elles partagent la même surface. Tu vois? Donc, voilà, ça c'est un peu la... Parfois, évidemment, la deuxième expo que j'avais fait dans cette galerie, vous avez vu, c'est beaucoup plus fini. Mais ça ne va pas forcément dire que pour la prochaine, je vais remettre en question certains espaces d'idées de définition, justement pour le faire traverser pour des chemins un peu plus inconfortables ou inestables, peut-être. Tu vois? Oui. Et pour finir de faire le tour de cette question par rapport à la pièce qui n'en est pas une dans l'espace, Oui. Ça m'amène à cette idée que, et parce que souvent les intervenants, les plasticiens qui interviennent ici, montrent les expos perso, le travail dans leur contexte, dans leur scéno. À partir de ce moment-là, comment existe ton travail dans un espace partagé? Enfin, comment tu parles de ton travail dans un espace partagé? Exposition collective. Je ne sais pas. Est-ce que... Quoi? Collective? Écoute, ça dépend, parce que d'habitude, déjà, écoute, une chose que je pense que c'est plutôt importante à dire, un mec comme moi, on n'est pas trop invité à Expo Collective aujourd'hui. Ça veut dire, un mec blanc, presque 56, c'est compliqué. Donc, effectivement, j'ai toujours la chance de que pour l'instant, dans les dernières années, les régimes, c'était plutôt un régime plus bon, écoute, c'est vraiment une chance, c'est un privilège des expos personnels. Donc là, j'ai un peu plus de marge. Mais, quand même, ça dépend un peu de quel type de conversation la personne que voudrait m'inviter me propose. Parce que s'il y a un pièce en particulier que vous voulez montrer, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne suis pas sûr que dans l'expo collective, j'envoierai tous les résidus de mon atelier pour faire une installation. Je pense qu'en expo collective, on a besoin d'être un peu plus sensible par rapport un peu... quel type de situation on peut générer pour notre propre travail, et aussi pour une question de clarité. Ce n'est pas pour une audience le temps que tu peux générer dans une expo collective, c'est beaucoup plus moi. L'attention que ça va générer pour ton travail. Donc, la question, c'est quoi ta responsabilité? Ta responsabilité par rapport à ton travail, c'est d'être le plus clair possible, ça veut dire que le travail se présente dans une situation très très claire. Est-ce que c'est intéressant dans le contexte d'un expo d'être un petit peu plus je sais pas, tu utilises un mur que c'est pas très évident parce qu'il y a quelque chose dans la nature de ton travail, dans ce moment-là. Comment il s'appelle? Ça, c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais dans mon expérience, c'est toujours un peu la conversation qui va déterminer les marges des manœuvres, on va dire. S'il y a quelqu'un qui voudrait effectivement que je passe 3 mois d'installation dans un expo collectif et j'ai un espace de, je sais pas, 40 mètres carrés, et j'ai la liberté, peut-être que je vais voir un peu qu'est-ce que c'est que ça. Là, il y a une situation. S'il y a quelqu'un qui voudrait une seule pièce, je ne vais pas m'acompliquer la vie et dire, écoute, tu peux attendre toute la lumière. Voilà. Parce que dans les premiers expos que j'ai fait, il n'y avait pas de lumière, donc je ne voudrais que tout le monde... Non. C'est plutôt une chose un peu
Mais par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est dans la majorité des expos collectives ou pas, une chose que je trouve que c'est très intéressant, c'est le rôle de la parole. L'importance de comprendre bien qu'est-ce qu'on est en train de dire et qu'est-ce que c'est possible de dire. Parce que les choses qui vont déterminer beaucoup l'existence de notre travail dans l'espace public, c'est qu'est-ce que c'est possible de dire. Voilà, donc dans cette expo que je suis en train de montrer l'image, mais des pièces qui ne sont pas des pièces, c'était une possibilité. Je peux dire ça. Parce qu'il y avait une petite fenêtre qui s'était ouverte qui me permettrait de faire ça. Dans le même espace aujourd'hui, je ne serai pas sûr si je ferai les mêmes choses. Si je peux générer un peu la même... Donc, c'est un peu basique, mais cet espace de phrases un peu à l'américaine, read the room, ta capacité de lire les moments que tu vas... C'est une chose très importante, à mon avis, parce que ta capacité d'être consciente un peu de qu'est-ce que tu peux énoncer, dans quel moment, détermine beaucoup. Parce que c'est super simple, c'est pas la même chose faire un expo que tu sais qu'il y a 40 personnes qui vont y aller, à faire un expo où il y a 3 millions de spectateurs. C'est pas la même. C'est pour ça que c'est difficile de, par exemple, toute la mythologie des très courageux, par exemple. Tu vois, tout espace de mythologie dans l'art de taking risks, de prendre des risques. Écoute, à un certain moment donné, c'est bien aussi de ne pas prendre un risque. C'est tout à fait légitime, tu vois. On va pas construire un travail à partir de qu'il y a quelqu'un, directeur des musées, qui ne peut prendre aucun risque dans sa vie, qui voudrait que c'est toi qui prends les risques pour eux. C'est pas... J'exagère et je fais un peu de la caricature, mais ta capacité de savoir dans quel moment tu peux pousser certaines choses dans le travail, c'est très important. C'est presque plus important même que la factura, que l'organisation, parce que c'est aussi très technique. Mais évidemment, ça vient accompagné de qu'il y a des exhibitions et il y a des espaces à faire ça. Parce que la majorité des jeunes artistes, un expo par an, c'est déjà pas très évident, tu vois. Donc, la difficulté aussi d'être prof, c'est que je peux venir avec tout cet espace de bagages et dire nanana, mais si tu fais un expo par an et je dis, écoute, il n'y a aucune possibilité que dans toute expo tu voudrais dire tout, la majorité des gens voudraient dire tout. Parce que tu sais que si chaque expo c'est 3 ans, c'est tout à fait normal que chaque expo et chaque possibilité de montrer ton travail, tu voudrais dire tout. Ça fait même du sens. Donc, c'est moi qui ai besoin à ce niveau-là de mesurer un peu comment est-ce que je dis non. Tu vois, on peut pas, dans quel... Donc, c'est une chose intéressante parce qu'effectivement, par exemple, écoute, là on voit un expo que j'ai mis des pièces qui ne sont pas de pièces, et on vient de voir un expo où les choses sont au mieux, que ce n'est pas moi qui ai fait l'accrochage, et pour moi l'expo c'est bien. Si je fais l'expo différemment, peut-être que je fais des distances différentes, tu vois, mais de l'autre côté, par exemple, dans la dernière expo que j'avais fait, là je savais que tout le travail c'était fini. Donc, j'ai fait beaucoup de confiance à que ce travail fini peut être montré ça ou ça et comme ça, et a priori pourra marcher. Tu vois? Donc, je sais pas si ça répond. Non, mais c'était... Oui. D'autres questions? Est-ce que ça arrive que les spectateurs, pendant les visites, ils touchent vos œuvres? Pardon? Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive que les spectateurs, pendant les visites, ils touchent vos œuvres? Oui. Et est-ce que c'est bien? C'est ça, oui. Est-ce que c'est... Hein? Non, d'habitude, j'ai mis des alarmes partout, donc... Écoute, je pense que ça arrive. J'espère que ça arrive, parce que parfois, il y a des surfaces qui sont très...
Mais tu sais, il y a une chose que c'est très difficile à négocier, et peut-être que c'est ça un peu la question qu'on est en train de... Et quand nous on arrive à voir un expo, à aller voir un musée, etc., il y a une façon de fonctionner que c'est pas la même que, tu vois, qu'au moment, que juste avant de traverser la porte d'entrée. Donc effectivement, on sait que toucher quelque chose implique une sorte de dimension de curiosité qui devient presque, tu vois, parfois dans la roue, on touche les choses tout le temps. Donc, une question qui, par exemple, est devenue vraiment une vraie réflexion par rapport un peu quand tout commence vraiment à travailler avec des objets, c'est quoi ton rapport avec la réalité? C'est quelque chose de très complexe, parce qu'à certains moments donnés, quand nous on arrive dans une galerie, toi, ou un artiste, me propose que je regarde les choses et tu génères une narration que j'ai besoin d'essayer à décodifier, on va dire. Tu vois, cette narration commence à fonctionner à partir du fait que moi, j'ai besoin d'arrêter de voir les choses de façon réelle. Tu vois, parce que si je vois les choses de façon réelle, ça, c'est jamais une pièce. Ça, c'est un bâche plastique avec un peu de béton en dessous et une autre chose, une chose de, comment ça s'appelle, si tu commences à nommer les choses de façon réelle, la possibilité de cet objet qui devient une autre chose, qui surpasse cette dimension, devient très faible. C'est pour ça, par exemple, qu'on met cette pièce à côté, que cette pièce est une pièce clairement faite comme si c'était une pièce d'art. Tu vois? Donc ça permet un peu de marge pour introduire des éléments, mais c'est une conversation très compliquée. Et c'est une chose de plus en plus qui me pose la question, parce que parfois quand je modifie un peu la lumière, parfois quand tu dis, ok, cette expo, on la va voir juste avec des lumières naturelles, toute cette question, c'est intéressant d'utiliser l'idée de théâtre comme une forme, un type de représentation qu'on voit ici, en forme d'idée d'un corps en train de s'établir dans une situation, de représenter une situation. Mais par exemple, il y a toujours cet espace de complexité quand tu fais une installation, quand tu fais une expo qui devient trop théâtrale. Et c'est une chose que c'est très compliqué parce qu'effectivement, le fait que tu... Je pense que, je ne sais pas, j'ai jamais, par exemple, très intéressé à toucher des pièces d'art. Non, sauf si c'est pour une question purement technique, comme genre c'est vite ou c'est pas vite, tu vois. Mais juste pour une question purement de vérifier si le matériel, c'est vraiment le matériel, par exemple. Tu vois, quelque chose de vérification. Mais je pense que je n'ai pas cette question-là, parce qu'effectivement, moi, j'accepte très vite les protocoles des rituels de regard. Tu vois? Par contre, une chose que c'est beaucoup plus difficile pour moi de m'adapter, c'est que si tu commences à voir tes pièces, comme tout le monde, on commence à faire des dessins, on commence à faire des petits tableaux à 10, 11, 12. Mais quand ça devient quelque chose qui dure jusqu'à 24, 25, il y a un premier espace corporel qui est lié à comment est-ce qu'on regarde une image. Tu vois? Qui considère que difficilement, en tout cas, par exemple, dans le contexte de mon école d'art au Pérou, jamais considéré le dos comme un partie actif de la circulation que tu fais dans un espace. C'était toujours cet espace de question-là. Quand tu changes ta façon de penser et tu commences à travailler un peu plus des objets, pour moi, par exemple, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce que c'est quoi la vie de l'objet qu'on ne regarde pas? Par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas c'est quoi la vie, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette, tu vois? Est-ce qu'un expo, par exemple, j'ai toujours considéré qu'un expo, on le voit 2 fois. Au moment qu'on entre, on fait le tour et on sort. Mais de l'autre côté, ils sont en train de dire l'autre jour que c'est pas tout à fait vrai, qu'on le voit juste une fois et après on sort. Donc ça, c'est le type de choses que aujourd'hui je me pose beaucoup par rapport à un peu qu'est-ce que c'est vraiment la réalité dans l'expérience. Tu vois? C'était, en tout cas, ça c'est plutôt
pour moi plus forte à penser que, et effectivement, mais écoute, honnêtement, si oui, je touche parfois, tu vois, de dire, voilà, c'est qu'elle, oh, je ne sais pas si ça va arriver, mais d'habitude, je vois des expos avec un maître. Parce que s'il y a une distance que je trouve que c'est intéressant, je fais l'effort de réaller pour savoir bien c'est quoi l'espace entre les deux choses, tu vois. Non. Non, parce que la Corep, c'est à côté. Et c'est beaucoup plus cheap. Mais non. Et parfois, j'annote sur les collages, mais non. Par contre, les choses que je fais maintenant en couleur, c'est quand je travaille en 3D. Ça, oui. C'est la vraie économie d'artiste, c'est, tu vois, décider couleur ou pas de couleur. À mon avis, on est bien. On est pas mal. Merci Armando. Merci à vous.